sujet, c'est émotions et non-verbal. Donc, je vais vous partager voilà, différentes informations, des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai travaillées un petit peu aussi, qui concernent globalement les thématiques de l'intelligence émotionnelle, des émotions, du langage non-verbal, de l'empathie. Ok. Ce que je vous propose, c'est que voilà, si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à ouvrir le micro, peut-être poser vos questions dans le chat. Je vais essayer quand même de, s'il y en a beaucoup, beaucoup, peut-être qu'on en gardera pour la fin aussi, pour pas que je prenne trop de retard, puisqu'il est 20h25 et que je dois terminer à 21h30. Voilà, donc je vais vous partager aussi un support. Vous pouvez faire des copies d'écran si ça vous dit. Après, il n'y aura pas d'envoi de PDF ou de PowerPoint, mais si vous voulez prendre des captures d'écran, eh bien, vous pouvez. OK. Alors, je vais déjà voir si ça fonctionne bien dans le partage d'écran. Voilà, hop. OK. Normalement, vous voyez mon écran. Moi aussi, c'est bon, juste. C'est OK. OK, on y va. Alors, je vais effectivement peut-être me présenter un petit peu plus. Alors, tout simplement, moi, aujourd'hui, j'ai créé ma société Sapiens Coaching depuis 3 ans, qui est une société de coaching, de formation, de conseil. Je donne aussi des conférences. J'ai plutôt un parcours voilà, dans l'entreprise, en tout cas dans l'industrie automobile, aéronautique, à différentes fonctions. D'abord, j'étais ingénieure commerciale, après j'étais acheteuse projet, puis responsable achat, puis directrice achat dans l'aéronautique pendant plus de 10 ans. Et puis j'ai eu envie de prendre la place des coachs qui coachaient voilà, mes équipes, je bénéficiais aussi de coaching et j'avais envie de prendre la place du coach. Donc, je me suis formée au coaching et là, révélation, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Je m'y sentirais bien. Et donc, j'ai décidé de devenir coach. Et puis, finalement, je m'aperçois qu'aujourd'hui, je fais du coaching, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses à côté. Voilà, en tout cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de vous voir. J'aimerais vous partager un peu aussi ma mission de cœur, hein, clairement. J'ai des convictions fortes. Voilà, je crois au pouvoir de l'empathie pour se connecter en fait humainement, connecter les humains, se reconnecter peut-être même à 4 niveaux, se connecter à soi-même, se connecter aux autres, se connecter aux organisations de manière générale que l'on côtoie, et puis se connecter tout simplement au monde, en fait, à son environnement. Et donc, j'ai imaginé un projet que j'ai appelé Connexion Empathie qui vise concrètement à élever le niveau d'empathie dans les interactions humaines, que ce soit dans le monde des organisations, du travail, mais également dans la société, tout simplement pour vivre des relations humaines qui soient non seulement plus harmonieuses, bien sûr, et aussi qui soient plus, je dirais, constructives. Donc en fait, cette mission, l'idée, c'est quand même de se tourner un petit peu plus vers le développement interpersonnel, vers ce qu'on peut appeler aussi l'extraspection, toujours un mot difficile à dire, extraspection, en plus du développement personnel et de l'introspection. Voilà. À mon sens, aujourd'hui, pendant près de 10 ans, on s'est beaucoup attaché en fait à aller assez loin dans le développement personnel, mais finalement, on oublie un peu que on grandit aussi avec les autres. Bon, pour le coup, Push and Plug montre bien qu'on grandit bien avec les autres. Voilà, tout simplement. OK. Pour se revenir en arrière. Voilà, donc il est un peu difficile aujourd'hui de résoudre des problèmes quand on se concentre que sur soi-même et même de trouver un sens quand on regarde que à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc ma contribution aujourd'hui, eh bien, c'est de sensibiliser, c'est d'impulser, c'est d'infuser, notamment l'importance de l'empathie dans les relations. Voilà. Donc je vais avancer un petit peu. Voilà, donc on va voir différentes choses aujourd'hui. Je vais vous parler un peu d'intelligence émotionnelle, mais pas trop parce que
Voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur cette thématique, mais surtout, eh bien, je vais vous inviter à faire un voyage dans la science des émotions, un petit peu. Vous allez en fait entrer dans la peau d'un entraîneur de sport de haut niveau. Vous allez voir pourquoi, c'est important. Ensuite, nous allons voir aussi si vous connaissez bien votre entourage professionnel, personnel, vos collègues, vos amis. Est-ce que vous les comprenez bien? Est-ce que vous les connaissez dans le sens de bien les comprendre, notamment parce qu'ils vous expriment non verbalement, en tout cas ce qu'ils ne vous disent pas? Et puis, on verra aussi, je vous emmènerai goûter à ce qu'est l'empathie fonctionnelle en pratique et notamment découvrir quelles sont, selon moi en tout cas, les 3 étapes clés qui sont à travailler pour justement créer l'alliance dans ces relations et faire du coup la différence en fait dans la relation. OK? Voilà, donc alors l'intelligence émotionnelle, je pense que beaucoup de personnes ici, savent ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Tout simplement, c'est les émotions sont intelligentes, hein, et ce qui est important ici de dire, c'est que, eh bien l'intelligence émotionnelle, c'est un ensemble de compétences humaines et que parmi, toutes ces compétences sociales et émotionnelles, on va retrouver une compétence clé qui est l'empathie. Et donc, on va parler ici de cette compétence en particulier, mais globalement, on peut se dire que l'intelligence émotionnelle, si on avait à retenir ce que c'est, globalement, reconnaître, comprendre et composer avec les émotions, de manière générale. Les siennes et puis celles des autres aussi. Voilà. Je passe au slide suivant. Hop, comme ça. Des chiffres que vous pouvez noter, hein, que vous pouvez reprendre aussi si ça vous intéresse, qui sont très importants. La première des choses, c'est que, eh bien, beaucoup d'études ont montré que dans les compétences humaines, les soft skills, eh bien, celles qui sont les plus recherchées à l'avenir intègrent notamment l'empathie. Et l'empathie fait partie du top 3 des compétences humaines qui vont être le plus recherchées à l'avenir, selon notamment le Forum mondial de l'économie et d'autres études. Il y a aussi une étude de McKinsey qui a révélé que d'ici 2030, après les compétences techniques qui vont beaucoup évoluer, où il va falloir donc apprendre à nouveau beaucoup de nouvelles choses, notamment liées à l'IA, évidemment, l'intelligence artificielle, et bien juste après viennent les compétences sociales et émotionnelles. Donc c'est super intéressant. Les compétences sociales et émotionnelles vont prendre un boost énorme en termes de compétences qui seront à développer et à travailler. D'accord. Le deuxième point important en termes de chiffres qui est assez incroyable, c'est qu'en 30 ans, le déficit en empathie est évalué à moins 48%. Alors cette étude qui a été faite entre 79 et 2009, donc ça veut dire que ça date quand même, la fin de l'étude, montre que déjà dans cette période-là, l'empathie avait déjà en fait subi tout simplement un déficit clair. Et ça, c'est sans compter les années suivantes, après 2009, qui ont été quand même assez orientées égocentrisme, individualisme, narcissique social, etc., avec notamment le développement on va dire des médias ou en tout cas du numérique. Et aussi des réseaux sociaux qui ont conduit notamment à une baisse forte de l'empathie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai manque de lien social direct qui prive les personnes finalement de cultiver en fait une certaine empathie, un certain souci de l'autre. Et donc ça s'est révélé dans certaines études et aujourd'hui, pour être clair, je pense que ça se traduit notamment par un désintérêt. En entreprise, ça se voit pour le bien-être de l'autre ou en tout cas, on ne s'intéresse pas spécifiquement aux besoins de chacun. Voilà, et le troisième chiffre qui est important à savoir, c'est que la capacité à reconnaître les émotions, et ça on reviendra sur ce chiffre après, est seulement de 62,7%. Alors, pour résumer, en moyenne, on ne voit que 6 émotions sur 10 de manière correcte. Alors quand je dis on ne voit, c'est donc bien sur le langage non verbal, on ne voit correctement que 6 émotions sur 10.
Ça veut dire qu'il y a quand même 4 émotions sur 10 en moyenne qui ne sont soit pas vues, soit mal interprétées. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Ok. Je peux me permettre un petit Euh, commentaire oui, Mathieu, sur avec la slide plaisir. précédente? Ouais. Tu veux que je revienne? Je veux bien, ouais. Ah bon, ok. Je trouve qu'il y a un vrai paradoxe, mais qui est, je pense, malheureusement lié à la nature humaine, c'est qu'on recherche l'empathie et que donc vraiment, tout le monde cherche des profils empathiques et à côté de ça, elle baisse de 48%. Et en fait, je trouve que c'est une des compétences dont tout le monde dit qu'il veut l'avoir. Et donc tout le monde dit qu'il lit des choses dessus, c'est hyper intéressant, tout ça. Sauf que quand il faut mettre en pratique, personne ne le fait. Et, Ouais. euh, et sur le troisième chiffre, je le trouve. Alors, j'ai pas lu d'études, hein, mais je me base juste sur mon vécu. Je trouve il est, je le trouve haut, en fait. J'ai l'impression que c'est beaucoup par rapport à la réalité du Hmm. terrain. Enfin, moi, la gestion Alors, des c'est une émotions, moyenne, tu vois, hein, ouais, Mathieu, c'est une moyenne. Donc, en fait, moi, je le vois concrètement dans les tests que je fais passer, on verra tout à l'heure. Mais ça aussi, en fait, c'est de 20% à 70%. ouais, En ça fait, m'étonne donc pas. c'est très, très variable. Encore une conférence que j'ai donnée hier, les résultats, ils étaient entre 2 à 8 émotions sur 10. Donc, c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais effectivement, bon, la moyenne, en tout cas, sur la base d'un nombre plus important de personnes, a donné à peu près 6 sur 10. Mais bon, voilà, à titre d'information, c'est effectivement quand même un nombre important d'émotions qui ne sont pas reconnues. On le verra tout à l'heure. Mais c'est intéressant ce que tu dis, absolument. Je veux dire, l'idée, c'est vraiment d'agir, hein, voilà, d'agir pour développer l'empathie de manière très concrète. On va voir comment on peut faire. Excusez-moi Oui. d'intervenir, mais au niveau justement de ces différences entre l'analyse que vous nous transmettez et le commentaire de notre ami, quelle est l'évaluation que vous faites au niveau des différentes classes sociales? Cela a-t-il un lien ou pas? Alors, je n'ai pas fait d'études spécifiquement sur ça. Euh, Non, je ne connais pas d'études qui révéleraient des différences d'empathie en fonction des classes sociales. Et a priori, d'après ce que moi j'observe, je n'observe pas de différence euh, notable. Il n'est pas Euh, question de jugement de ma part, hein, que non, je non, je sois comprends bien bien, c'est une clair, bonne question. mais au niveau vraiment de l'analyse des différents comportements, parce que bon, moi, je le constate de par mon boulot aussi, Mhm. que les capacités, entre guillemets, sont quand même différentes aussi du vécu, en fonction du vécu des gens, des difficultés auxquelles ils ont été confrontés ou pas. Et voilà, donc c'est pour ça que je me permets de mettre un petit peu en ballottement le fameux pourcentage que vous évoquez. Mhm. Oui, mais de toute manière, on le verra tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent en fait. Je dirais, la capacité d'empathie d'une personne à l'instant T. Beaucoup de facteurs. Ce facteur peut en faire partie, mais il y en a beaucoup d'autres. On le verra tout à l'heure, mais l'empathie est à la fois innée, euh, selon moi, hein, d'après ce que j'ai travaillé, est à la fois innée en tant que ressource personnelle, mais aussi une compétence qu'on peut travailler. Et en fonction de la vie que l'on a dès la naissance, hein, déjà on a un circuit de résonance dans notre cerveau, des neurones miroirs, on a tous déjà un circuit de résonance qui est différent d'une personne à l'autre. On a un câblage de neurones miroirs, un circuit de résonance qui est différent d'une personne à l'autre. Donc déjà là, ça peut influencer, on va dire, le potentiel, la capacité d'empathie de base structurelle. Et puis ensuite, il y a effectivement toutes les expériences de vie, l'éducation émotionnelle. Il y a beaucoup de facteurs en fait, qui entrent en jeu qui font qu'aujourd'hui, quand on est adulte, on a plus ou moins une capacité d'empathie développée,
Mais quand même, ce que je crois profondément, c'est qu'on a tous un potentiel empathique. Et pour certains, on a un potentiel empathique latent qui est enfoui et qu'il est intéressant et utile de travailler. Voilà. Après, on peut Mais en pas. Sandra, Oui, Merci. oui, pas mon habitude, bonsoir Virginie ici, bonsoir. pas mon habitude de ralentir un process quand il est lancé, mais si je n'interviens pas ici pour nourrir la conversation, ça sera perdu dans Oui, le bien sûr. cosmos. Oui, oui. Et donc, du coup, je vais faire court, mais j'entends Olivier et Mathieu à intervenir. Et donc, je vais pas ici épiloguer sur qui je suis, où je vais et quelles sont mes compétences. Par Mhm. contre, c'est carrément dans mon champ de qui je suis. Du coup, ok, Mathieu dit, tiens, on dit sur papier, tiens, ce serait bien de cultiver notre empathie, mais il y avait une pointe de, ok, mais enfin, bon, finalement, on l'applique pas. Et j'avais d'abord là envie de rebondir en disant oui, mais hein, euh, faut quand même savoir que ça ne se cultive pas dans la tête, ça ne se cultive pas dans les bouquins. C'est juste comme un enfant qui apprend à marcher ou un enfant qui apprend à écrire, réapprendre l'empathie et notre intuition profonde, notre circuit, je vais dire, neuronal qui est dans notre corps et pas dans notre tête. Ça ne s'apprend pas dans un livre, en fait. Et c'est ça tout le débat. C'est pas quelque chose, allez, voilà, on a la Bible de l'intelligence émotionnelle de ce cher monsieur là qui fait 800 pages. Ok, tout le monde peut la lire, mais c'est pas comme ça qu'on apprend. Ça se pratique en fait l'intelligence émotionnelle. Donc, si on veut agir, ben oui, ça s'apprend. Voilà. Et pour Ah, oui, Olivier, allez. Mhm. pardon, Vas-y, je t'en et après prie. je me tais, je fais très court. Pour Olivier, nous l'avons tous, cette intelligence-là. C'est d'ailleurs la définition de ce qu'est un humain. Nous sommes câblés en neurosciences et en neurobiologie au lien. Voilà. Donc, on a juste à le réapprendre parce que on ne fonctionne plus à l'instinct comme les animaux. On est tellement intelligent qu'on est dans notre tête. Et du coup, ben, on a oublié comment ça fonctionnait, l'intelligence, je vais dire la flexibilité vagale en fait, c'est-à-dire notre potentiel d'être connecté à notre message du cœur. Voilà. Et donc, du coup, Olivier, ben oui, il y a des gens, pour faire la grosse caricature, il y a des gens qui sont éduqués dans un environnement complexe où, à un moment donné, euh, si t'es éduqué par des gens qui te disent t'es de la merde et qui te disent que le monde c'est de la merde et qui t'entendent Mhm. ça à longueur de journée entre tes 0 et 6 ans, il y a des chances que quand tu seras adulte, tu diras ah merde, c'est de la merde. Et alors, on a tous nos peurs comme ça. On n'est pas tous négatifs, mais c'est clair que si on a été éduqué dans un environnement toxique, c'est difficile pour nous de voir le positif. C'est juste alors encore plus un espèce d'oignon à éplucher. Et donc, mais je vais vraiment me taire. Mais il y a des gens qui ont plus, de manière naturelle, les HPE, qu'on met dans une case parce qu'ils sont trop soi-disant sensibles. Eux, sont l'avenir s'ils travaillent sur eux, parce qu'ils ont ce talent de être carrément liés aux émotions et ils les ressentent en fait, ils les détectent, mais on a tous ce pouvoir. Et maintenant, je me tais. Merci. Mais non, mais c'est super, Virginie, parce que tu as abordé des points que j'allais de toute manière aussi aborder, donc c'est top. Absolument. Mais En fait, voilà. j'aime bien cette idée de réapprentissage dont tu as parlé. Mhm. C'est pour ça que je ne mets pas de côté complètement le fait qu'on peut réapprendre en fait à se reconnecter à ses émotions, qu'on peut se reconnecter par le corps à ses émotions et aussi qu'on peut réapprendre à voir l'émotion chez l'autre. C'est pour ça que je parle souvent d'apprentissage, c'est pour ça que je parle d'enseignement aussi, parfois, mais plus dans la pratique, c'est-à-dire à réapprendre et à observer en fait, l'autre et réapprendre à entrer en résonance en fait avec ce que l'on voit et essayer de décoder ce que l'on voit. Donc pour moi, il y a vraiment ce mix-là.
voilà, ce mix-là sur le fait que l'empathie, c'est pas seulement non plus, à mon sens en tout cas, pour qu'elle soit fonctionnelle, c'est pas seulement non plus que l'hyper-empathie ou l'hypersensibilité ou la connexion pure aux émotions. Parce que justement, comme tu le disais très bien, quelqu'un d'hyper empathique, ben, bien souvent, quand on m'en parle et que quelqu'un me dit qu'il est hyper empathique, il me dit aussi que ça lui dessert dans la vie de tous les jours parce qu'il est submergé en fait par les émotions. Donc il y a un autre niveau de travail, de régulation émotionnelle qui peut être bénéfique, comme tu as dit tout à l'heure. Donc oui, mais c'est un vaste sujet. Voilà, il n'y a pas de vérité vraie, mais voilà, moi, voilà, je pense que je partage aussi ma conviction sur le fait que, voilà, je me dis que c'est important de reconnecter les gens, en fait, à leur potentiel empathique. Et voilà, tous l'expriment de manière plus ou moins forte. Mais pour moi, tout le monde a un certain potentiel empathique, en fait, qui peut réactiver. Et ça passe aussi par réentraîner un peu pour le coup, son être, mais aussi son cerveau, oui, aussi, à voir, en fait, des signaux qu'il ne voit plus, où il passe à côté de certains signaux parce qu'il ne met pas son corps suffisamment à l'écoute, en fait, de l'autre. Bon, merci sur ces questions. Bon, je vais avancer un peu. Ça, je ne vais pas trop en parler parce que vu l'heure, je pense que ça ne passera pas. Hop. Je vais peut-être quand même vous passer cette petite vidéo si ça vous va. Alors, je vais mettre du son. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous passe cette vidéo. Voilà, regardez un petit peu ce qui se passe et puis vous me direz ce que vous avez observé sur ce jeu de... alors, c'est un jeu de cartes. En tout cas, c'est un petit jeu de cartes. Hi, I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing colour-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay, an excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing colour-changing card trick. Alors, qu'est-ce que vous avez repéré le tour de magie, là, au niveau des cartes? Oui, c'est le coloring t-shirt trick. Tu le connais, Mathieu? Non, mais alors je connais pas cette vidéo, j'en connaissais d'autres. Ok, et d'accord. je sais pas pourquoi, Alors, mais je m'y attendais. Ouais, Je ok, sais ça pas marche. pourquoi, mais je m'y attendais. Est-ce que d'autres personnes ont vu ce qui se passait, ce qui s'est passé? Oui. Oui? J'entends un oui, mais je vois pas la personne. Non, moi j'ai rien compris. C'est moi. Olivier? Ouais. Oui. Vous avez vu? Ok. Pareil que Mathieu, peut-être. Ok. Moi j'ai rien compris. Alors, la phrase là, c'est « It's not about the cards ». Donc, c'est pas à propos des cartes. Et là, je vous passe exactement ce qui s'est passé. Ça va venir. Ça a commencé comme ça. Et ça a fini comme ça. Dans un t-shirt, en couleur, de nappe, arrière-plan. Hi, I'm Richard, Okay. this is Sarah, and we're going to perform the amazing colour-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. Voilà. Je I'm ne vais gonna pas aller go jusqu'au bout de la for- vidéo parce que c'est un peu long, d'accord? Mais est-ce que... Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, on parle ici d'attention sélective. Donc en fait, on a une attention sélective qui fait qu'on peut passer complètement
à côté de signaux qui sont extrêmement importants. En tout cas, c'est plus que des signaux, puisque là, ils ont même changé de t-shirt, ils ont changé de fond, ils ont changé de nappe, toutes les couleurs ont changé. Et bien souvent, en fait, la plupart des personnes ne voient pas les changements. D'accord ? Tout ça pour introduire en fait le fait qu'on passe à côté de signaux qui sont extrêmement importants en fait dans la vie de tous les jours, et notamment tout ce qui s'exprime par le langage non verbal. Ça va? Je vous vois pas tous, hein, c'est pour ça. Voilà, et donc la question est la suivante. Est-ce que vous pensez savoir lire entre les lignes? Est-ce que vous pensez que vous savez comprendre ce qu'exprime la personne qui est en face de vous, mais qu'elle ne dit pas? Est-ce que vous savez décoder les non-dits, voir les objections non verbales? Faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est globalement comprendre la dynamique émotionnelle en fait, de son interlocuteur et agir. C'est justement repérer ces signaux sur l'état émotionnel de la personne qui est en face de vous pour mieux tout simplement la comprendre. D'accord ? La comprendre, pourquoi ? Parce que tout simplement, les émotions sont en arrière-plan d'ailleurs de près de 90% de notre temps. On ressent des émotions régulièrement dans notre journée. Elles viennent à l'instant T, sont des réactions biophysiologiques qui se manifestent à l'instant T pour nous donner un message. Et donc, reconnaître l'état émotionnel de son interlocuteur permet de mieux comprendre ce qu'il se joue en fait pour la personne qui est en face de nous. On va voir un petit peu de manière plus précise ici. Ok. Donc, avant de faire un petit test de reconnaissance des émotions, c'est ce qu'on va faire là, dans quelques minutes, faisons un petit tour dans la science des émotions. Donc là, ce que je vous invite à faire à partir même d'aujourd'hui, c'est d'entrer dans la peau d'un entraîneur de sport de haut niveau. En l'occurrence, en ce moment, on parle beaucoup de rugby, mais de foot aussi d'ailleurs. Et donc, on peut prendre l'image du terrain de foot. Hein. Nous sommes toutes et tous entraîneurs de notre équipe émotionnelle. Alors, un entraîneur de sport, un entraîneur de foot a constitué une équipe, et donc chaque joueur sur le terrain a sa fonction, a son rôle spécifique. Eh bien, c'est pareil pour nos émotions. En fait, on vit tous les jours avec nos émotions, et nos émotions ont toutes individuellement des déclencheurs et surtout des fonctions spécifiques. Est-ce qu'on est d'accord que pour gagner un match de foot, il est important d'avoir tous ces joueurs sur le terrain? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est important d'être connecté en fait à toutes nos émotions. Et donc, une question qui est intéressante à se poser, c'est est-ce qu'il y a des émotions aujourd'hui qui en fait, qui n'apparaissent pas sur votre terrain émotionnel aujourd'hui, ou des émotions qui peut-être que vous avez l'impression de ne ressentir jamais, par exemple. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais avant d'entrer un peu plus dans le détail sur la fonction des émotions, j'aimerais vous demander si vous avez une idée de quelles sont les émotions qui seraient dans la famille des émotions offensives. Alors, les émotions offensives, ici, elles prennent la place des attaquants sur le terrain de football. Alors, à part la colère qui vous est donnée ici, est-ce que vous savez quelles sont les deux autres émotions? Je ne sais pas pourquoi ça remonte à chaque fois. Quelles sont les deux autres émotions qui sont de la famille des émotions offensives, selon vous? Alors, c'est des émotions qui vont être plutôt, qui vont nous donner de l'énergie, d'accord? Pour aller de l'avant, pour aller peut-être même au combat, pour aller retrouver sa place, sa juste place. Le stress. La capacité d'analyse. Alors, j'ai pas. Alors, quelle est l'émotion que vous avez donnée, La Sandrine? capacité d'analyse. Oui. Capacité d'analyse. Oui. Alors, c'est une émotion, ça, pour vous? Ah, pour Non. moi, oui, oui, parce qu'elle est indispensable dans ce que je fais. Oui, mais ça Donc, fait partie du cortex, Olivier. Donc, c'est quand tu prends de la prise de recul.
Mais c'est pas une émotion, en fait. Mais ça doit se faire très vite parfois, hein. Oui. Ouais, Mais c'est alors ça c'est vrai aussi, qu'elle... l'intelligence Ouais, émotionnelle. ouais. Donc effectivement, c'est pas... Enfin, en tout cas, elle n'est pas... ça fait pas partie des émotions primaires hein, qui sont reconnues, hein, ça. La capacité d'analyse, on est complètement, effectivement, dans le mental. Sandrine, Mais tu avais dit stress, Il c'est y ça? a la frustration. Frustration. Alors, la frustration, c'est intéressant, va faire partie de la famille globale de la colère. En fait, dans chaque émotion primaire, on a des degrés de nuances, en fait, hein, d'émotion, d'intensité d'émotion. Et donc, la frustration, c'est un mot qui est souvent, c'est pour ça que je dis qu'il appartient à cette famille, c'est un mot qui est associé à la famille émotionnelle de la colère. Au même titre que l'agacement, que l'énervement, que la fureur, et si on va plus loin, on peut encore aller à la rage, etc. Donc la frustration fait partie de la colère. Il y a deux autres émotions, je vais vous les donner si vous n'avez pas d'idée. Peut-être dans le chat, moi je vois pas du tout le chat, là je regarde. Moi, quelqu'un a dit la Impulsivité. tristesse, je pense. Et le dégoût, est-ce que ça peut... Alors, donc j'ai entendu tristesse et dégoût. Alors, dégoût, oui, dégoût. Le dégoût est une émotion qui fait partie des émotions offensives. Il y a deux types de dégoût. En fait, il y a le dégoût moral et le dégoût psychique et le dégoût physique. Dans tous les cas, il y a une notion de distanciation et même parfois de nettoyage, un petit peu, hein. Donc effectivement, le dégoût, c'est la deuxième émotion. Et il y en a une trois. Et la tristesse, non, elle n'est pas dans les émotions offensives. Je comprends pas pour le dégoût. Vous avez parlé d'une émotion comme la colère qui amène à prendre des décisions, à aller vers l'attaque, à réagir. Le dégoût, à part faire demi-tour, je vois pas trop le Oui, on rapport. va vouloir lever un peu l'obstacle, en fait, hein, avec le Vouloir le dégoût. dégommer, quand Ouais, même. Le absolument. dégoût, Surtout Le dégoût. psychique, dégoût, ça peut être une personne au niveau des valeurs, par exemple. C'est dégoût, c'est pas dégoût goût, hein, c'est dégoût côté je supporte pas tes valeurs. Toi, t'es argent, par exemple, et moi non. Tu vois, ce genre de choses, c'est directement offensif, bien sûr. Ouais. Ouais, Ok. absolument. J'ai sorti ma roue aux émotions, hein. Ouais. Moi, je me suis mis ma note, ressortir ma roue des émotions et la réviser. Je vais vous donner les autres émotions de la famille des émotions offensives. On a aussi le mépris. Le mépris est aussi identifié dans les émotions offensives. Mépris, ça peut être mépris, alors mépris sur la chose, un petit bémol sur le mépris sur la personne qui là pour le coup est une émotion qui va être destructrice pour la personne qui est méprisée, évidemment. Voilà, donc ça, c'est les trois émotions qu'on va retrouver dans les émotions offensives. Après, on a les émotions... La tristesse va se trouver dans les émotions défensives qui sont en bleu ici, avec la peur, la culpabilité et la honte. Tu peux donner des définitions de défensif et offensif sur les émotions? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Alors, c'est l'image, Mathieu. C'est l'image que, en fait, défensive dans le sens d'émotion, où on va avoir une énergie qui va être dans on va être dans le repli sur soi, sur ces émotions-là, sur les émotions défensives, comme la peur, la tristesse, la culpabilité, la honte. Contrairement aux émotions offensives, c'est pour aussi donner une image et puis avoir l'idée en fait hein, que ces émotions, elles génèrent une certaine énergie qui va être une énergie qui va nous faire aller de l'avant, en fait, une tendance à l'action vers l'avant, et puis des énergies plus basses avec un repli sur soi. C'est pour ça que les émotions défensives sont plutôt en bleu ici dans les émotions défensives. En fait, ce schéma-là, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ce schéma-là, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est de source de l'Académie Ellert, qui est une académie allemande qui est connue depuis très longtemps et qui a énormément travaillé sur le domaine de l'intelligence émotionnelle. C'est une image qui est très parlante et qui permet de bien comprendre la fonction des émotions et son positionnement dans, on va dire, la boussole des besoins humains. Voilà. Donc avec une notion d'énergie, une notion de calme ou d'action aussi. Hein, vraiment les deux axes qui sont importants. Bon, après, on peut débattre pendant des heures hein, sur quelles sont les bonnes émotions, etc. C'est bien, c'est pas bien. Moi, je vous partage juste l'image. Ce qui est important, à mon sens ici, c'est de retenir que on a tous une équipe émotionnelle. L'enjeu va être d'écouter toutes ces émotions. Elles ont toutes une utilité, elles ont toutes une fonction. Et c'est ça qui est important de connaître et de comprendre.
Voilà. Donc avec Sandra, oui, tu me permets de donner une oui. image à Mathieu différente. Je le connais pas, mais tu connais Star Wars, Mathieu. Donc tu connais les principaux personnages. Oui. En théorie polyvagale, on va te dire que c'est un peu, tu vois, l'être humain Cro-Magnon qui est dans la savane et qui se bat contre ces diables et ces vilaines bébêtes. Et s'il va dans sa grotte parce qu'il y a une vilaine bébête, ben parce qu'il a peur, donc il va aller se réfugier. Et donc ça, c'est un peu, ben, c'est notre ami Dark Vador, hein. Bah, lui, il a vraiment peur, hein. Il sait même plus parler, plus respirer. Donc, tu vois, ça, c'est une émotion vraiment c'est juste avant la mort, quoi, hein. Si on peut faire une grosse caricature. Et de l'autre côté, ben, tu vas avoir les émotions qui te font bouger et passer à l'action. Genre Amidala, elle part en guerre. Et donc, parfois, elle part en guerre parce qu'elle est en colère, parce qu'elle est fâchée, parce qu'elle veut défendre quelque chose. Et l'idée, c'est donc de devenir Yoda. Voilà, je me tais. Des bonnes images. Ouais, je suis pas sûr de tout partager, mais bon, effectivement, ça mériterait une discussion plus longue. Ok, on avance. Alors, à votre avis, quelle est l'émotion qui est dans le goal? Et pourquoi d'ailleurs à l'image du goal? Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. Qu'est-ce que fait un goal quand il reçoit la balle? Quand il a capturé, quand il a capté la balle, qu'est-ce qu'il fait après? Il la relance. Il la relance. Il la renvoie vers donc un joueur. D'accord? Donc c'est juste cette image-là. Quelle est l'émotion qui, selon vous, est une émotion qu'on appelle une émotion de transition? C'est juste après cette émotion-là, il y en a souvent une autre. Et il n'est pas important de la repérer, l'émotion d'après. Vous savez? Si je vous fais... La tristesse. La surprise. ouais, voilà, parce que tu as regardé à ce moment-là, la surprise. La tristesse, elle est dans les émotions défensives, on disait tout à l'heure. La surprise, c'est une émotion de transition. Quand vous voyez quelqu'un qui montre de la surprise, c'est intéressant d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Quelle est l'émotion qu'il y a derrière la surprise? On peut être surpris et joyeux, parce que c'est une bonne nouvelle, surpris et inquiet, surpris et déçu. Voilà. Donc, c'est intéressant d'aller repérer quelle est l'émotion qui est derrière la surprise. Et puis, il y a une émotion qui est dans le banc de touche. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on Oui. fait d'un joueur qui est dans le banc de touche? Alors déjà, pourquoi il est dans le banc de touche? Mais en fait, on va pas tout le temps l'envoyer sur le terrain, d'accord? Donc, voilà, l'idée, c'était ça, surtout. L'émotion qu'on va pas toujours, en fait, amener sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'elle a deux côtés, on va dire, c'est pour caricaturer, hein, mais elle a deux côtés. Elle a plutôt un côté sombre, elle a un côté clair. Elle a un côté sombre parce qu'ici, on va parler de fierté présomptueuse et le côté clair qui est la fierté authentique. Voilà, donc c'est la fierté qui est ici dans le banc de touche et qu'on va, en fait, on va faire attention en fait à cette émotion parce qu'évidemment, la fierté authentique, c'est très bien de la ressentir, de la cultiver, de la cultiver, mais de l'activer aussi régulièrement, bien que la fierté présomptueuse, pas pour le coup, puisque là encore, une fois, pour la relation, c'est néfaste. Donc l'idée ici, en fait, c'est surtout de bien comprendre que on a tous, en fait, on a tous des émotions qui ont toute une fonction, une utilité. Les émotions, entre guillemets, hein, je dirais, ne sont que des émotions en soi. Elles sont finalement porteuses d'un message. Elles expriment un besoin, satisfait ou insatisfait. Satisfait pour les émotions agréables, insatisfait pour les émotions désagréables. Donc, il est important d'écouter ces émotions, toutes les émotions, et aussi d'accueillir les émotions de l'autre, parce qu'en fait, quand on voit une émotion chez quelqu'un, se dire, en fait, je vois un besoin. Et ça change quand même un peu le rapport à la personne quand on commence à se dire ce que l'on voit, c'est un besoin. La personne qui est en face de moi montre par exemple de la colère ou montre de la peur, et en fait, elle exprime un besoin. Donc, il y a évidemment un besoin spécifique pour chaque émotion primaire, mais c'est quand même ici l'idée. OK? Ça va? On continue, on avance un peu. Je vais volontairement passer un certain nombre de slides, vous m'excuserez.
je vais aller à l'essentiel pour qu'on puisse, voilà, je puisse vous dire Donc, ce on qui voit pas est les verses important. avec la joie? Alors, pardon, merci Céline, j'ai zappé. Il y a la joie, l'amour et l'intérêt. Ouais. C'est juste qu'en fait, là, sur cette présentation, ça se plug pas parce que volontairement, j'avais, pour un autre sujet, j'avais caché les émotions, mais c'est joie, amour et intérêt. Les émotions coopératives. Voilà. Donc ça, c'est des émotions, en fait, qui sont, dont la fonction principale, en fait, c'est l'ouverture, le partage. Quand on ressent de la joie, on la partage de manière générale, on la partage. Et effectivement, elle a pour fonction comment dire, de générer l'ouverture, le partage et puis la satisfaction partagée avec les autres. Ok. Alors, je vais avancer un petit peu parce que j'ai pas mal de choses, mais je vais devoir faire beaucoup plus court. Je vais aller directement sur un slide qui est intéressant. C'est celui-là. Voilà, celui-ci. J'aimerais vous parler tout simplement de quelque chose que voilà, pas beaucoup de personnes connaissent. C'est qu'il existe un circuit court entre notre système limbique et puis les muscles de notre visage. Et ce circuit court explique pourquoi nos émotions, quand elles arrivent, j'utilise ce terme-là, mais elles arrivent de manière globale dans notre corps, ce circuit court explique pourquoi nos émotions s'expriment de manière inconsciente d'abord sur notre visage par la contraction des muscles de notre visage avant que nous prenions conscience de notre émotion. Donc, il y a un laps de temps qui est 500 millisecondes entre le moment où en fait, l'émotion arrive et l'émotion est intégrée, en tout cas, et prise en charge aussi par le cortex frontal notamment. C'est pour faire simple et court. Hein. Je caractérise vraiment les choses de manière très simple, mais c'est quand même très important. Ça veut dire qu'en fait, quand on est conscient de l'émotion qu'on ressent, quand on se dit « je ressens de la tristesse », elle s'est déjà exprimée sur notre visage par des micro-expressions faciales. Et ça, c'est les études très longues de plusieurs personnes qui ont fait de longues études pendant une vingtaine d'années sur le sujet, dont Paul Ekman, dont d'autres personnes qui ont notamment beaucoup travaillé sur la notion de lien direct entre l'émotion qu'on peut ressentir et la contraction des muscles du visage. D'ailleurs, en fait, tout simplement, on est des êtres émotionnels qui communiquons par notre langage non verbal. Et c'est pourquoi on a tant de muscles au niveau de notre visage. On a plus d'une 60aine de muscles différents au niveau du visage. Pour nous permettre de communiquer et d'exprimer à nos congénères de manière subtile un message. On communique par notre visage essentiellement. Donc c'est important de le savoir parce que plus on va être conscient on va capter en tout cas, quand je dis conscient, on va capter les signaux émotionnels par l'expression non verbale de la personne qu'on a en face de nous, plus on va être en mesure finalement de savoir comment il se sent ou en tout cas de décoder le mieux possible l'état émotionnel dans lequel la personne se sent. Là, c'est très rapide, 500 millisecondes, et en général, dans la vie de tous les jours, ces micro-expressions faciales s'expriment entre 40 à 100 millisecondes en termes de durée. C'est l'équivalent d'une ouverture d'un diaphragme d'appareil photo. Comme ça. C'est vraiment très rapide. Donc, on va faire un petit test ensemble. Là, je vous ai juste montré. Ça, c'est les 7. Alors, il y a le neutre au début, puis après, il y a 7 émotions primaires qu'on appelle les PFE. Ça s'appelle les Purely Facial Emotions. Ce sont des émotions qui s'expriment où seul le canal non verbal des micro-expressions faciales permet de les identifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller voir et observer un autre canal non verbal que celui du visage pour repérer l'émotion. D'accord ?
Alors, est-ce que vous êtes d'accord à faire un petit test? Alors, on va aller un peu plus vite là-dessus. J'aimerais quand même qu'on le fasse. Ça, on va pas faire ça. Je vous en parlerai plus tard. Il ne vous Prévu dira. beaucoup plus, mais bon, c'est pas grave. Oui, en termes de micro-expression faciale, les enfants, ben voilà, hein, il y a moins de il y a moins de contrôle en fait, hein, il y a moins de volonté de contrôle. Donc en fait, ils ont moins le poids de l'exigence émotionnelle de la société ou de l'environnement dans lequel ils sont. Et donc, quand ils ressentent une émotion, ils ne se privent pas de la montrer, de la garder, de la partager. C'est surtout ça. Bon, il y a plein de choses à dire hein, sur le développement de l'éducation émotionnelle notamment. Ok, ça je vais passer aussi. Vous voulez faire le test? C'est quand même intéressant. Voilà, ce que j'aime bien dire souvent quand même, c'est que le langage non verbal, c'est une langue. Donc au même titre que finalement une langue verbale, hein, comme le français ou comme le chinois, quand on connaît l'alphabet, bah forcément c'est plus simple et on décode les mots, c'est plus simple de comprendre. Donc le langage non verbal, c'est pareil. Il y a un certain nombre de signaux, d'unités de signal qui ont été identifiés et qui permettent d'en déduire la signification de ces signaux. Donc tout simplement dans la case ici qui est là, je vais juste cliquer et vous allez me dire ce que vous voyez. J'espère que ça va marcher. Ce que vous avez vu, c'était très rapide. Je vois nom de la tête de Mathieu, donc j'ai repère. Non, moi, j'ai rien vu. Ok. Vous n'avez rien vu? Non. Non. Ok. Bon, Non. bah, c'est peut-être la bande passante alors. Alors, c'est possible que ça ne marche pas pour vous. Tout simplement parce que si la bande passante n'est pas suffisante, c'est trop rapide. Ah. Je vais refaire un petit chouïa en avant. Attention, je clique. Vous voyez pas. Non. Bon, alors ok, on va faire un truc. Alors, on va faire autre chose. Je vais juste essayer de vous montrer le test. On va essayer juste sur une micro-expression. Si personne ne voit, c'est à cause de la bande passante. Et dans ce cas-là, j'enverrai un petit lien à Jean-Christophe et il vous enverra voilà, ce lien et vous pourrez faire le test de votre côté. D'accord? Sur une plateforme, voilà, vous pourrez le faire. Je vais juste cliquer ici pour voir si vous voyez quelque chose ou pas. Donc là, on est sur le neutre. Donc la personne ici n'exprime pas d'émotion particulière. Ça, c'est aussi important. Et puis, je vais cliquer et puis il y aura des contractions au niveau de son visage. Et vous allez me dire si vous voyez quelque chose bouger déjà. On va commencer par ça. Alors, regardez bien globalement le visage. Je vais cliquer. Ah oui, un rictus, hein. Ah, c'est marrant, là, vous l'avez vu. Bon, comme quoi, c'est embêtant, mais la bande passante, c'est comme ça. Donc, bon, on va continuer, on va le faire, du coup, sur les 7, si vous voyez. Alors, bon, Maria a dit rictus, mais ce que je vous invite à faire, c'est pas partager, là, tout de suite, ce que vous avez déduit, mais de le noter. Selon vous, quelle émotion, ici, s'est exprimée sur le visage de la personne? C'est normal si vous trouvez que c'est rapide. Ici, la durée de la micro-expression, c'est 100 millisecondes, ce qui correspond globalement à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Bien qu'ici, on est en statique, hein, du coup, on n'est pas, enfin, je veux dire, on est quasiment en statique puisque c'est 2 images, mais en vidéo, c'est parfois un petit peu plus complexe. Donc, je vous laisse noter et puis on va faire la salle d'après. Alors, la deuxième, je vous invite à noter, je ne sais pas pourquoi on est revenu encore sur la première, voilà, je reviens sur la deuxième. Sur la deuxième, donc je vais cliquer, regardez bien le visage ici dans sa globalité, je vais cliquer. Voilà, vous notez ce que vous avez observé. Bon, le test que je vous fais faire là, c'est le plus simple des tests, parce que bien sûr, il y a des micro-expressions subtiles, partielles aussi. Et donc, voilà, et partiel, c'est un petit peu plus difficile, évidemment. Donc, on fait la micro-expression 3. Attention, vous êtes prêts? Regardez, je clique. Voilà.
Ok. J'espère que ça marche pour tout le monde. En tout cas, les personnes que je vois pas tout le monde en vidéo, là, j'en vois 4. Mais apparemment, C'est ça possible de fonctionne. refaire la troisième, j'ai vraiment eu du mal à Ah, ouais. Je sais pas. Est-ce que ce sont des émotions qu'on a vues tout à l'heure ou ça peut être Oui, autre chose? oui, Maria. Ouais. Ce sont d'ailleurs, ce sont Mm. les PFE dont je vais pas parler, mais bon, globalement, ce sont celles qui étaient sur le terrain de football. Donc, je remets la 3. Ok, Céline. Tu as vu? Ok. Donc, je te laisse déduire. Alors, en fait, c'est assez instinctif, hein. Ça veut dire que là, ce que vous allez... il n'y a pas besoin forcément de réfléchir. Vous dites juste, tiens, qu'est-ce que j'ai perçu? Je dirais quoi? Qu'est-ce qui me vient? Vous pouvez même vous-même refaire le mouvement que vous avez vu. Vous avez vu que ça a bougé là, que ça s'est contracté un peu comme ça. Vous pouvez le refaire vous-même et ressentir. Parce que ça marche dans les deux sens, c'est qu'en fait, quand on fait une micro-expression faciale sur notre visage de manière volontaire, le chemin va aussi dans le sens inverse. C'est pour ça que quand on sourit volontairement, ça peut générer des sensations agréables parce que ça marche dans les deux sens. D'accord. Donc la micro-expression 4, je vous laisse regarder. Je clique. Okay. Ça fait rire Sarah. Oui, parce que celle-là, bon, on verra après, mais... Ok. La 5, vous êtes prêts? Alors, je clique, attention. Hop. Alors, celle-là, on la voit souvent Il n'est pas très expressif, en monsieur. entreprise. Non, mais c'est une émotion qu'on voit souvent. Ouais. Ok. La 6. Attention, je clique. Alors, regardez bien. Ouais, je voyais Céline qui regarde en bas, donc du coup, j'ai attendu. Donc, regardez bien tout le visage. Faut vraiment être attentif. Je clique. Voilà. Et puis la 7e, si vous êtes prêts, prête. Attention, je clique maintenant. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est passé. Avec la bande passante, c'est bien. Alors ça. N'hésitez pas, si ça ne vient pas tout de suite, d'essayer de refaire. Est-ce que je pourrais revoir la 6e? Normalement, on regarde pas, on refait pas. En fait, pourquoi? Parce que c'est justement l'idée de voir si comme ça, à l'instant T, voilà, vous savez repérer, d'accord? Je veux bien faire je vais remettre la 6e, bien sûr. Attention. Voilà. Donc la 6e, je clique. Voilà. Merci. Et vous pouvez le refaire sur votre visage. Ça peut beaucoup vous aider. Et voilà, je vous laisse maintenant regarder les résultats et puis regardez un petit peu si vous avez combien d'émotions vous avez correctes sur les 7 qui sont là. Bon, c'est un petit exercice, hein. Alors, on est sur des macro-expressions ici, c'est-à-dire que c'est des expressions pleines, entières, d'accord? Alors, on n'est pas sur des expressions subtiles, mais c'est déjà un bon point de départ. Donc, vous pouvez partager, si vous voulez, si vous avez envie, hein, vous pouvez partager dans le chat, si vous êtes d'accord, hein, bien sûr, on n'est pas obligé. Partagez votre résultat. Est-ce que vous avez 7 sur 7? Est-ce que vous en avez 0? Est-ce que vous en avez 3? Dans tous les cas, c'est OK. Je ne dis pas les noms, hein. 4, 6, 3, 5, 5, OK, 6, 4, OK, 5, plus, j'aime bien le plus. 7 sur 7, Mathieu. Grâce à la seconde fois de tristesse. 7, Bérangère. Tiens, non, pourquoi donc? Olivier. 5, OK. Pardon, j'ai dit les noms, j'ai dit que je disais pas les noms. C'est pas grave. 5, On OK. les voit hein, dans le chat. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, tout simplement,
on est tous différents en fait hein, par rapport à ça, notre capacité, enfin c'est une capacité, mais c'est très effectivement instinctif de repérer correctement les émotions. Ce qui est quand même important, c'est que, en tout cas moi je le vois, c'est que on a encore une fois un taux de reconnaissance des émotions entre 20 à 70% en fonction des personnes. On peut imaginer que ne pas voir l'état émotionnel de la personne qui est en face de nous, ça nous prive en fait d'un certain nombre d'informations, ça nous prive surtout de l'opportunité de mieux comprendre la personne. Parce qu'au travers des émotions, encore une fois, les émotions sont tout simplement des véhicules qui expriment un besoin. Donc si on ne voit pas l'émotion, et si la personne, surtout, hein, ici on est dans la situation où la personne ne dit pas comment elle se sent. Donc elle ne dit pas comment elle se sent, mais elle montre comment elle se sent. Mais on ne l'a pas vu. Ou alors on s'est trompé. Et ça va nous empêcher, en fait, tout simplement de mieux comprendre ce qui se joue pour elle, quel est son système motivationnel, en fait, qui est en jeu ici, et qui est donc important à prendre en compte dans le cadre de la relation et de la communication. Donc ça va être difficile sans voir, en étant sans voir suffisamment bien. Il n'y a pas de vérité hein, pour le coup. Hein. On ne fait que en déduire une hypothèse, d'accord? Une hypothèse sur l'état émotionnel de la personne. La vérité se trouve évidemment chez l'autre. Ça veut dire que dans la communication, on va le voir tout de suite, la communication en résonance, il sera important finalement de demander en fait à l'autre si ce que l'on perçoit, c'est juste. D'autant plus qu'on a tous un vocabulaire émotionnel différent. Les personnes qui vont dire je suis frustrée, alors qu'une autre, la même émotion ou similaire, va plutôt se traduire par je suis agacée ou je suis en colère. Donc, on a déjà tous un vocabulaire émotionnel différent, mais le fait d'apprendre en fait à mieux entraîner sa capacité d'observation des signaux et donc des émotions, et aussi travailler sur son vocabulaire émotionnel, ce qu'on appelle la granularité émotionnelle, ça va nous permettre d'être plus proche de l'état émotionnel que ressent effectivement la personne. Dans tous les cas, on va toujours lui demander si c'est ça. Si c'est ça aussi pour tout simplement lui permettre d'accéder elle-même aux besoins qu'elle a et qu'elle puisse elle-même nourrir le besoin qui est insatisfait si c'est un besoin insatisfait. Ok ? Est-ce que vous avez une question là, avant que j'aille sur la partie résonance, mais sinon je pense que on peut aller directement sur cette partie-là. Je vais juste arrêter le partage une seconde, vous m'excuserez parce que je voudrais enlever quelques slides. Voilà, hop. Parce que je vois que le temps tourne tellement vite, il est 21h22. Pendant ce temps-là, j'avais envie d'amener un petit Oui, complément je t'en prie. avec les animaux, en fait. Oui. Les animaux, ils travaillent qu'avec ça, l'intention et les moindres mimiques, le moindre mouvement de peau, d'oreille, de quoi que ce soit, et ça veut tout dire, en fait. Et je pense que ce réflexe que l'on a au niveau du visage, qui est aussi rapide que nos émotions, c'est parce que dans le primitif, ou même là, quand on est face à quelqu'un, souvent, tout de suite, on va s'avancer, se reculer, se sentir bien, en confiance ou pas, grâce à ça. Et on n'a pas conscience, mais il y a les neurones miroirs, mais il y a aussi ces neurones qui analysent en permanence la posture. Il n'y a pas que le visage, il y a aussi la posture canalisée et qui va tout changer dans notre façon de recevoir le message de l'autre et de se sentir en confiance ou pas. Absolument. Absolument. Ouais. Oui, puis d'ailleurs, sur le travail d'intelligence émotionnelle, beaucoup savent, mais effectivement, le travail notamment avec les chevaux est très aidant aussi pour se connecter finalement à cette dimension émotionnelle, instinctive entre l'animal et nous aussi. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est que il y a aussi les animaux, pour beaucoup, par rapport à l'humain, n'ont pas forcément la décentration, c'est-à-dire cette conscience de soi individuelle. Et donc, en fait, l'animal qui est en face d'eux, s'ils sont animaux, c'est eux aussi. Et donc, il y a plus comment dire, il y a moins de décentration. Et c'est pourquoi aussi on dit que l'humain, quand il sait faire preuve d'empathie, sans forcément s'identifier à l'autre. Alors que c'est pas tout à fait pareil chez les animaux.
Oui, quelqu'un, ah oui, j'ai vu dans le chat, oui, Sandrine, oui, oui, absolument. Et en fait, la voix, enfin, en tout cas, selon les études, la voix, c'est le second canal d'expression des émotions après le visage. C'est le second canal le plus étudié et donc celui qui est le plus révélateur, en fait, de nos émotions. Le sourire s'entend. Oui. Alors le sourire s'entend, ouais. On dit aussi les yeux qui sourient, mais en fait, on dit les yeux qui sourient par rapport aux muscles orbiculaires qu'on a autour de l'œil ici, parce que la joie se voit ici plus que là. Ouais. Se voit dans la contraction qui est ici. Je vais remettre mon PowerPoint. Super intéressant ce que tu dis, Sandra. J'ai quelque chose un instant à partager. Oui. Quand je fais le premier appel, c'est toujours un appel à l'oreille, c'est toujours juste un appel sans visuel, parce que je trouve que c'est très compliqué de capter tout et ne pas être amené dans différentes émotions de la personne quand on le voit. Et quand on a besoin d'aller à l'essentiel un peu de temps dans la voix, on entend beaucoup plus d'émotions plus fortes et plus justes que quand on voit le visage. En tout cas, c'est mon cas. Voilà, je fais exprès de faire un premier appel à l'oreille pour capter les choses importantes, les axes, etc. Parce que si je suis en visuel, en Zoom, puisqu'ensuite je coach par Zoom, il y a beaucoup trop d'informations en fait que j'arrive à capter et du coup, je n'arrive pas à garder l'essentiel en fait. Oui, donc en fait, Voilà. tu sélectionnes un canal pour être en capacité à mieux observer ce canal. Ou en tout cas, avoir oui, plus de capacité d'analyse de ce qu'il dit. Voilà. Intéressant. Alors, cette notion d'attention est effectivement importante parce qu'en fait, on est bien souvent très, très, très attentif aux mots, au contenu, et pas ce qui est exprimé dans les autres canaux, et notamment les canaux non verbaux, pour le coup. On est très, très focalisé sur le canal verbal. Mais en fait, le canal non verbal est encore plus important, je dirais, que les mots. Et c'est ce qui nous permet de percevoir les nuances, effectivement, que ce soit dans la voix ou au niveau du visage, et de mieux comprendre. Mais c'est pas toujours, et c'est loin d'être évident en fait, d'être en capacité à voir. Par exemple, là, je vous parle, mais quand je fais une conférence, non seulement je dois exprimer le message que je veux dire verbalement, mais aussi être attentive en fait aux réactions non verbales des personnes. Et bien souvent, je vais m'arrêter pour dire, si je vois bien, vous semblez un peu sceptique, parce que j'ai vu que la personne a montré du mépris, d'accord, l'émotion en général de mépris, dans lequel on va retrouver le scepticisme, et je vais aller l'interroger, parce qu'elle ne l'a pas dit volontairement, elle n'a pas posé de questions, etc., mais elle l'a montré. Donc, je vais l'inviter à dire, voilà, si je vois bien, vous semblez un peu sceptique, est-ce que vous avez des doutes? Parce que les doutes, en fait, voilà, le mépris, est lié au fait que la personne, elle est sceptique, donc il est important de l'aider à lever les doutes qui ont émergé. Et donc, on va directement aller sur en fait, ce qui est là, vrai. Et c'est bien souvent, la vérité, elle est vraiment plus là que parfois dans les mots, parce qu'il peut y avoir aussi des incongruences claires. Quand on accompagne quand un manager ne voit pas qu'une personne, en disant oui, oui, je suis d'accord avec la procédure, dit oui, tout en montrant du scepticisme, l'inquiétude, de la frustration, mais dit oui, bon, voilà, le manager est passé à côté. Et bien souvent, c'est le cas. Et après, on se retrouve 2 semaines après à constater que la procédure, elle n'est pas appliquée. Voilà. Et il y a plein de choses même, il comme peut ça. dire oui en faisant non de la tête. Ah oui, et puis alors, il y a le fameux oui, oui, je suis d'accord. Alors après, attention, on est en Inde, c'est oui, oui, mais c'est pas, ça veut pas dire non, c'est le oui indien qui, voilà, c'est plutôt ça, Sandrine, ouais, c'est plutôt ça. Ok, je donne un dernier slide parce qu'il est 28, juste pour vous montrer un peu la dernière étape, en fait, hop, ici, qui me semble être importante. Ok. Donc, on a parlé de la reconnaissance des émotions, mais la deuxième étape importante, c'est que comme on est tous caisse de résonance des émotions des autres et qu'on a des neurones miroirs, on a des imitations inconscientes de la mimique de l'autre, et donc bien souvent, quand quelqu'un ressent une émotion,
ça peut générer une émotion chez nous. Alors, soit la même, soit une autre, mais dans tous les cas, il sera important d'observer ses propres émotions et savoir finalement, en tout cas, réguler son émotion quand son émotion est trop forte, parce que sinon, on va être en incapacité en fait à communiquer de manière aidante pour l'autre. En fait, on dit que quand on est dans on ne peut pas faire preuve d'empathie tout le temps, mais quand on est dans un état émotionnel où notre émotion voilà, est très forte, en tout cas une émotion non régulée, ça va limiter notre pouvoir d'observation, notre capacité surtout d'observation, et ça va limiter aussi notre capacité à communiquer de manière appropriée avec l'autre, c'est-à-dire avec un minimum quand même de lucidité pour accueillir l'émotion de l'autre et pouvoir lui refléter ce que l'on a perçu. Donc la communication en résonance, ça va être cette capacité à refléter à l'autre ce que l'on a perçu sur son émotion et entrer en résonance sur les besoins qui sont derrière l'émotion qu'on a perçue. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui montre une expression subtile d'inquiétude, donc la peur, c'est utile et aidant pour l'autre parce qu'elle va se sentir entendue et compris, de pouvoir lui dire si je vois bien tu te sembles inquiète, comment tu pourrais être rassurée? On n'est pas en train de lui donner une solution, on n'est pas en train de lui donner un conseil, on n'est pas en train de lui dire «Oh, je comprends ton inquiétude, moi aussi j'ai vécu ça» et parler de soi. On va être dans l'ouverture en fait à l'autre et l'inviter, si elle le souhaite, hein. On peut pas bien sûr forcer quelqu'un, mais si elle le souhaite, à exprimer en fait quel est son besoin et à l'aider, elle, à accéder à ça pour le nourrir. Donc il y a aussi un travail de communication en résonance. Donc dans ce que moi je fais dans les formations, on va non seulement travailler cette capacité à reconnaître les émotions sur le non-verbal, c'est-à-dire si par exemple on reconnaît en moyenne 7 émotions sur 10, le fait s'entraîner à aiguiser en fait son regard, entraîner cette observation, ça va nous permettre de peut-être voir 8 ou 9 émotions sur 10. Et on va évidemment aussi travailler la communication en résonance. C'est non seulement je vois mieux et je communique en résonance. Et je pratique tout de suite cette communication en résonance à l'instant T où je le vois. Ça n'est pas de se dire en fin de réunion ou dans une réunion de famille aussi, se dire après, bon, je le sens pas. C'est trop tard en fait, parce que les signaux étaient là. Ils étaient là à l'instant T. Et une émotion est là pour être... elle requiert une action immédiate en fait. Et plus en fait le besoin va être nourri plus vite, au moment où l'émotion est ressentie, plus l'émotion ensuite, voilà, on va passer à autre chose en fait. Et ça ne commence pas à se cumuler pour être ensuite dans un déséquilibre émotionnel et avoir un compte en banque émotionnel, j'appelle souvent ça le compte en banque émotionnel, débiteur en fin de journée. Voilà. Oh là là, je vois qu'il est 21h32, Jean-Christophe. Help. Help, parce que voilà, j'ai plein de choses à partager, mais bon, le temps est tellement court. Mais tu m'avais dit de m'arrêter à 21h32. Alors bon, On va faire une suite, quoi. Comment? On va faire une suite. Faut faire une seconde séance. Voilà. Excusez-moi. Ou bien si tu as encore des choses vachement importantes, je sais pas. Non, non, mais alors je suis passée sur, je suis passée sur les slides intermédiaires que je voulais aborder, mais j'ai quand même terminé sur la dernière chose que je voulais partager. Avec toutes les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin ou bien avoir une discussion ou quoi, ça y a pas de problème. Avec grand plaisir, bien sûr. On peut se parler en dehors, parler de votre expérience par rapport à l'empathie, vos questions par rapport à ce que vous avez commencé à voir ici avec ces quelques éléments. Je serais ravie, oui, de pouvoir échanger avec vous, avec grand plaisir. Alors, il y a des questions, j'imagine. Là, je me suis arrêtée, mais vous en aviez plein tout à l'heure. Mais une question, sans en être une, mais une interrogation du
Oui, impacter en entreprise à horizon 2030, 2040, certainement, parce que le monde n'attendra pas que les humains restent calmes pour trouver des solutions, pour créer, pour innover, Et aujourd'hui, c'était intéressant, j'avais un leader d'entreprise qui me disait, Virch, ils me font chier, ils bossent pas bien. Et il m'a avoué s'être énervé. Et en fait, on en est venu à la conclusion, il en est venu lui-même à la conclusion que oui, nos profils de qui nous sommes profondément dans notre câblage sont uniques. Et parfois, il y a des humains qui ont du mal à mettre les émotions. Déjà, des managers, eux-mêmes, ils ont beau apprendre sur le papier, il y a leur profil qui prend le dessus. Et parfois, le besoin de reconnaissance à outrance fait qu'on n'ose pas dire, alors on se tait. Et donc, c'est pas facile, ça, tu vois, de passer au-delà de ton profil, de je sais. Mais quand tu sais quelque chose, tu es dans ton mental et dans ton ego, donc voilà. Ah ben de C'était toute ma manière, remarque, oui, oui. qui est Et une puis, question, hein, qui est une mm, question pour l'humanité, finalement, en mm. fait. Ouais, Euh, pour moi, la reconnexion en fait à l'émotionnel passe par le corps et le ressenti d'abord. De manière voilà, générale, l'empathie commence par l'auto-empathie. Je Mais remercie Sandra je vais pas m'étendre parce que sinon je pourrais aussi avec toi parler 2 heures. Je crois. je te remercie beaucoup et je manquerai pas Merci de à t'écrire. vous. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je sais pas si on m'entend parce que j'ai un Oui, problème de micro. oui. Désolée. Oui, c'est parce que tout à l'heure, je voulais réagir quand on parlait justement de l'environnement toxique et puis du fait de reproduire le schéma. Et personnellement, moi, j'ai découvert quand je suis devenue maman cette hyper émotivité et justement l'empathie, ce mot-là, et après l'auto-empathie. Et c'est vrai que c'est pas forcément, comment dire, euh, que j'ai en tout cas appris de ma famille, quoi, qui était plutôt assez dure, quoi. Et, euh, et comme quoi, je trouve que l'être humain a une espèce de euh, comment dire, est plein de ressources des fois, d'avoir cette résilience et de pouvoir justement, enfin moi en l'occurrence, je transmets ça à mes enfants, le travail sur les émotions. Et je trouve ça chouette parce que justement, je vois que mon fils, qui est hyper émotif, eh ben, le fait de pouvoir décharger à des moments, même si ça nous prend beaucoup d'énergie en tant que parents, bah oui, ça fait du bien après de le voir serein, quoi, et d'avancer sur ce chemin-là, quoi. Alors que voilà, en tant que mec, je sais que voilà, par exemple, son papa, il disait, il avait grandi avec la représentation de t'es un mec, t'es un dur, tu montres pas tes émotions. Et c'est chouette justement de pouvoir un peu guérir l'enfant qui est en nous et qui a été malmené. Ouais, merci pour le partage, Anne. Ouais, absolument, absolument. À tout âge, en fait. Oui. Mais c'est loin d'être. C'est quelque chose de simple à comprendre là quand on fait une conférence comme ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ah bah ça, oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que quand on parlait de manipulation, il y avait des fois où, bah, quand je disais à mon mari que il s'était beaucoup investi dans la relation avec son père et que c'était dans un seul sens, et qu'au final, bah, la relation avec son père, ça tenait surtout grâce à lui, et que maintenant, en tant que papa, il a le droit, bah, de s'autoriser à prendre soin de lui et à prendre soin de la relation qu'il a avec son fils, quoi. Et c'est vrai que bah, lui aussi, il a fait son chemin et que il a pris de la distance avec son père parce que bah voilà, il s'est rendu compte que son père était plutôt toxique que bénéfique. En tout cas, ça ne l'apaisait pas, quoi. Merci, Anne. On va peut-être clôturer Avec ici, plaisir. Sandra. Oui, Donc, très bien, Jean-Christophe. voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est
c'est peut-être que tu mettes dans le chat enfin, ton mail ou bien ton Calendly. Je Oui, sais pas si. j'ai pas de Calendly, mais je vous mets mon Ok. mail. Donc, Mon ou bien mail, et ton puis lien si, LinkedIn voilà, pour celles voilà. qui veulent, elles peuvent aussi, je suis sur LinkedIn en MP, il n'y a pas de Et problème. donc, je suppose que voilà, toutes les personnes qui ont envie d'un peu continuer la conversation, ou bien d'aller un peu plus loin dans l'empathie, dans les émotions et tout ça, dans cette gestion-là, bien, je suppose qu'ils peuvent te contacter et tu feras une petite papote. Les pluggers sont tous des sympas, donc n'hésitez pas pour les invités qui connaissent pas le réseau, donc de contacter Sandra, bien entendu. Ce que je vais faire, donc, pour remercier, bien entendu, les participants et participantes. Donc, je fais toujours, enfin, ceux qui connaissent pas Push and Plug, mais voilà, ceux qui connaissent, ils savent un peu le process. Donc, je vais faire un petit mail de remerciement et je vais aussi positionner, parce que Sandra va nous faire une petite vidéo avec les trucs et astuces au niveau de l'empathie, donc qu'on positionnera sur la chaîne YouTube de Push and Plug. Et donc, je vais faire un remerciement sur LinkedIn. Je vais vous taguer sur le post et je mettrai les liens de Sandra pour la contacter, enfin tout ce qu'elle peut vous offrir. Et comme ça, n'hésitez pas à prendre contact avec Sandra et qui est vraiment, enfin, elle va faire quelque chose vraiment d'extraordinaire dans le monde. Elle est en train de créer une communauté de dingue. Voilà, on l'aide chez Push and Plug pour créer cette communauté. Ouais, Et absolument. donc voilà. Donc je sais pas si tu veux ajouter le mot de la fin, Sandra. Bah écoutez, non, un simple merci, un grand merci, ouais, un grand merci. Et puis vraiment, si vous partagez aussi un peu, voilà, l'envie d'impacter un petit peu effectivement le monde du travail et même la société, ben voilà, on peut effectivement échanger, parce que je pense que cette communauté a justement pour objectif voilà, de communiquer de plus en plus, de manière très ouverte, très claire sur le fait que stop, voilà, il y a des choses qui sont des must do, je dirais. Et donc, voilà, n'hésitez pas à m'appeler, parce que je serais ravie d'échanger avec vous sur ça, et puis on verra comment on peut ensemble avancer. Ok. Donc merci en tout cas. Merci Jean-Christophe. Écoute, avec plaisir, Sandra. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Franchement, comme vous avez vu, c'est une toute belle âme, comme j'ai dit, une toute belle personne. Et donc, on est là pour changer les choses. On est là pour faire évoluer le monde, d'impacter le monde. Le monde est en pleine transformation. Donc, on a besoin des pluggers, comme je veux dire, des entrepreneurs, comme on les appelle, comme Sandra. Et comme d'ailleurs plein d'entrepreneurs qui sont ici dans cette salle Zoom pour l'instant. Et donc n'hésitez pas, prenez contact, regardez ce que vous pouvez faire ensemble. Voilà, grandissez dans l'empathie, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On en parle, mais il y a peu de gens qui font quelque chose. Donc à un moment donné, il faut agir. Donc moi j'adore le mouvement, l'action. Et donc allez-y, go, que tous ces gens viennent chez Sandra. Et donc, nous, naturellement, avec notre réseau, parce qu'on a une belle petite communauté, donc on va faire beaucoup de bruit pour Sandra, pour amener pas mal de gens donc, autour de toi pour changer beaucoup de choses, quoi. Donc, merci et à tout bientôt. Belle nuit, belle soirée. Rêvez d'empathie. Regardez le visage de vos compagnons, de vos enfants, votre truc favori. Et vous Bah verrez oui. qu'il y a plein d'émotions qui vont sortir de là. Ouais. Et vous allez mieux comprendre le monde. Merci. Voilà. Ciao, ciao. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à tous. Merci, au Merci à revoir. toutes. Plaisir. Au revoir. Merci Jean-Christophe et Sandra. Merci. Ciao, Sandra, bientôt. merci. Soirée. Ciao. Salut, ciao.